Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Gaffer, votre émission préférée comme tous les jeudis soirs à 21h. Ce soir on est présent, toujours avec la même équipe, Victor, Yanis, Baptiste, bonsoir. Bonsoir. Et aujourd'hui, on a un invité un peu spécial, c'est mon bras droit, c'est mon assistant réalisateur, c'est l'homme qui règle tous nos soucis, Jules, bonsoir. Bonsoir Thomas. Voilà, donc aujourd'hui on va parler comme d'habitude de sujets d'actualité. Victor nous présentera une petite chronique sur les anecdotes de Christopher Nolan. C'est ça, oui. Suivi de Baptiste qui va nous parler. Baptiste va nous parler de la musique de Interstellar. C'est ça. Voilà, et Yanis qui va finir par nous parler. Donc, on ne parle pas de Sony, celui-là, il nous parle de DJI, donc, du dernier petit bijou technologique de chez DJI. Tout à fait. Donc voilà, et on va finir par notre petit jeu hebdomadaire. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Vous jouerez chacun pour sa peau aujourd'hui. Ok. Voilà, donc on passe tout de suite à la présentation de notre assistant réalisateur, Jules. Jingle. Bon, du coup, Jules, explique-nous rapidement à nos téléspectateurs ton rôle dans Gaffer. Alors, moi, rapidement, je gère un petit peu tout l'aspect technique. En gros, je suis le bras droit de Thomas, comme il l'a dit tout à l'heure. En gros, tout ce qui lui décide, moi, je l'applique. Donc, je m'assure que toutes les caméras soient bien réglées, les micros, quand on n'avait pas encore notre ingé son. Elric. Je lance la lumière en même temps que le générique. Enfin, je m'occupe un petit peu de l'aspect technique de Gaffer. Voilà. Et en post-prod, quand je suis pas disponible, c'est Jules qui répond à toutes les questions de nos monteurs. Voilà, petite pensée pour nos monteurs qui travaillent d'arrache-pied toutes les semaines. C'est vrai. Faut le dire. On ne pense pas assez souvent. Pour nous préparer cette émission. Donc voilà, donc Jules, mon assistant réel, vraiment, chaque chose que j'ai besoin, Jules me l'apporte. J'essaye en tout cas. Voilà, donc, alors, tu as une chaîne YouTube. Ouais. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas. Exact. Tu as une chaîne YouTube, donc présente-nous rapidement ta chaîne. Qu'est-ce que tu postes exactement? Qu'est-ce que tu fais dessus? Alors, ma chaîne c'est Julius, anciennement Julius Vidéo. En gros, je fais des vidéos donc de making-of, de mes petites productions que je fais sur Insta. Je fais aussi des petites interviews. J'ai fait une interview de Baptiste, de Yanis aussi. Voilà, je présente du matériel en tout genre. Voilà, en gros. Très bien. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Quelles sont tes inspirations? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu faire ça? Alors, bon, c'est assez compliqué comme question. Ça fait longtemps que je veux faire une chaîne et j'ai tenté pour la première fois une vidéo en face cam et j'ai demandé sur Insta qui serait chaud pour regarder cette face cam et tout le monde a répondu, vraiment tout le monde a répondu, tout le monde me poussait, ouais, il faut vraiment que tu le fasses et tout, parce qu'ils savent que je suis passionné par la vidéo et que j'essaie de le transmettre au mieux dans mes vidéos. C'est vrai. Bon, on a l'habitude de travailler ensemble, y compris dans Gaffer maintenant depuis 7 semaines exactement. Ouais. Depuis 7 semaines, on travaille avec Jules et c'est vrai que c'est une réelle partie de plaisir avec Jules ainsi qu'avec toute l'équipe. On est juste dans le projet. Ouais. Donc on est vraiment pas mal investi. C'est vrai que Jules est là toutes les semaines pour m'épauler et nous épauler. Ouais. Donc voilà, et c'est vrai que tu es pas mal investi dans le domaine de l'audiovisuel. Tu as des connaissances en termes techniques folles, c'est fou. J'essaie. Voilà, donc, je suis flatté. Donc sur tes vidéos, moi qui ai tout regardé, fanboy que je suis. Alors, on peut le préciser, Thomas, il rafraîchit ma chaîne pour savoir combien j'ai d'abonnés. À chaque fois, il me fait « Putain, t'as 105 abonnés. » Il actualise. « Oh, 106, Jules !» À chaque fois, vraiment. Pourtant que je peux être parti. C'est vrai. Pas longtemps. Voilà, donc en quoi tu voudrais améliorer cette chaîne? Où est-ce que tu voudrais aller à l'avenir avec ça? Qu'est-ce que tu voudrais que ça t'apporte? Alors, je pense continuer comme là, je le fais. Après, forcément, j'aimerais bien être sponsor pour faire des petites vidéos. Faire plus souvent des vidéos de matériel parce que forcément, on n'y pense jamais assez, mais c'est mon argent qui va dans mon matériel que je présente. Donc, ça serait d'avoir du matériel gratuitement, quoi. Et même être payé pour ça, ce serait vraiment génial. Après, ce que j'aimerais améliorer,
de toute façon, c'est toujours plus de matériel parce que, par exemple, le matériel lumière, moi, c'est ce qui me manque. Donc, voilà. Après, niveau montage, j'essaie de m'améliorer toujours. Il y a toujours à améliorer, de toute façon. On peut toujours faire mieux. Donc, voilà. Ça marche. Et pour finir, dernière petite question. Quels sont tes projets à venir? Un petit teaser, une petite exclue ici, c'est Gaffer, c'est ça? Comme ça sortira dans une semaine, bon, aujourd'hui sort un clip que j'ai réalisé pour Gamma. Là, ça fera une semaine du coup. Vous pouvez aller le voir. Ça, on s'en fout. On veut de l'exclu. Alors, un autre projet, à part celui-là, il y a aussi normalement une vidéo sur la photo argentique. Qui sort quand? Là, elle est en préparation, je sais pas, la semaine prochaine. Ok, donc on a de l'exclu, Voilà. Ça devrait sortir du coup dans la semaine de la vidéo de Gaffer. Ok, d'accord. Voilà. Écoute, merci Jules. Donc je vous invite tous à aller checker sa chaîne qui sera en fiche par ici ou par ici, je ne sais jamais. En description aussi, bien sûr, n'hésitez pas à aller checker. Pour faire ton Insta qui est toutes les semaines en description. Il y a une vidéo avec ce petit bijou là, avec moi. Allez tous liker ça. C'est vrai qu'il fait des plans incroyables. Vraiment incroyable. Et il y a même, petit teaser, Yanis qui nous fait un jeu. Non, mais c'est pas nécessaire. Qui crache dans les arbres. Allez voir. Non, il a pas craché. Il s'est accroché. Il s'est rattrapé, on va dire. Il était. En parlant de drone, Yanis nous en parlera tout à l'heure du nouveau petit drone de chez DJI. Qu'il faut pas lui donner, je n'ai pas craché. Il faut pas lui donner, mais je l'ai pas non plus. Bon voilà, donc je propose à tous les garçons de passer à la chronique de Victor. Jingle. Alors les gars, aujourd'hui moi je vais vous présenter donc des petites anecdotes sur les films de Christopher Nolan. Donc la dernière fois je les avais fait sur Spielberg, mais donc, en faisant des recherches sur cette fois Christopher Nolan, j'ai découvert qu'en fait il y en a vraiment énormément. Donc j'en ai mis un peu plus que la dernière fois, mais je trouve ça rigolo. Donc je l'ai fait sur 3 de ses films, j'ai mis sur Inception, Interstellar et Tenet. Donc les 3 plus connus. Voilà. Enfin, quand même des mastodontes un peu des blockbusters américains je pense. Sauf Tenet. Tenet moyen. Tenet, ouais. Oui, c'est vrai, Inception c'est un de mes préférés des 3, mais bon. Niveau quand même anecdote, c'est quand même assez impressionnant. Donc d'abord, par exemple pour Inception, vous avez sûrement eu du mal à le comprendre au début, le film, tout ça, on a dit et bah au Japon en fait, quand il a été diffusé, pour aider à la compréhension des spectateurs, quand les personnages en fait sont dans une étape de rêve, ce qui arrive souvent, et ben en fait c'était écrit à quelle étape de rêve ils sont, en haut à droite de l'image. Par exemple, des fois ils sont dans des rêves, dans des rêves, et donc c'était tout le temps, c'est tout le temps dit en fait. J'ai une question, mais à la fin. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est vrai que là, n'inquiétez pas, la toupie qui tourne et qui ne s'arrête, on ne sait pas si elle s'arrête ou pas. Parce que pour expliquer, pour savoir si c'est dans un rêve ou pas, il tourne une toupie, et quand la toupie s'arrête, c'est qu'il est en réalité, et si elle ne s'arrête pas et qu'on continue à tourner, c'est qu'il est dans son rêve. Et à la fin, il tourne la toupie, et boum, générique. Alors, du coup, est-ce qu'il est marqué sur le générique du Japon? Est-ce qu'ils sont dans le rêve ou dans la réalité ou pas? J'ai pas regardé la version japonaise, mais moi je connais la réponse. Parce que je m'étais renseigné. Bah, je la dirai pas. Tu me l'as dit enfin, juste avant. Non, c'est mieux de ne pas savoir, d'avoir le doute. Parce que du coup, quand je l'ai appris, je te dis, bah, c'est cool, mais c'est dommage en fait, on préfère pas savoir. Ça donne un peu l'effet mystérieux. Parce que du coup, sinon, ça casse un peu le délire. Mais si vous regardez vraiment précisément le film, en fait, en boucle et en boucle, on remarquerait que quand il est dans un rêve ou quand il n'est pas dans un rêve, le personnage a un accessoire avec lui, autre que la toupie, parce que du coup, il y a une toupie, qui permet de savoir s'il est dans un rêve ou pas. Ok. Mais je vais pas vous en dire plus parce que faut mieux le découvrir tout seul. Ok, merci Victor. Autre fait intéressant aussi, en fait, ce qui est particulier avec Christopher Nolan, ces films, ils sont toujours assez énormes. Enfin, Interstellar, ça se passe dans l'espace, Inception, il y a toute la perception de la réalité altérée, Tenet, tout est à l'envers. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'au final, il y a assez peu de séquences qui sont en image de synthèse par rapport à des films en général dans ce style. Et par exemple, dans Inception, il y a beaucoup de passages qui ont été faits en vrai. Donc le couloir qui tourne, donc ça avec le couloir qui a été mis sur des roues. À un moment, je ne sais plus si vous vous souvenez, en fait, à un moment, il monte un escalier et la caméra fait un mouvement et en fait c'est un escalier infini. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc ça, c'est un escalier qui a été vraiment fait. Quand il y a une avalanche dans une montagne, c'est une vraie avalanche. Là, il y a des séquences en apesanteur. C'est aussi, tout est vrai, tout. Une majorité des choses est quand c'est
quand la ville se retourne comme une page d'un livre, Oui. là, Bon, du là, classe c'est ouais. pas vrai, pareil, on aimerait bien voir ça. Pourquoi Mais même, visuellement, c'est quand même impressionnant, je trouve. Alors, ça Oui. date de 2010. Ouais. Et donc, voilà, j'ai une petite de données. Donc, dans le film, il y a environ 500 plans où il y a des effets spéciaux. Alors que dans les films, dans ce style, c'est plutôt 2000. Ok. Ouais, donc, Quand même 4 fois, ok, quatre fois moins. Alors, mais ça ne nous empêche pas d'y croire. C'est ça que Oui, je mais me c'est- fait. Bah, justement, Jamais on doute, en fait. en général, c'est quand c'est réel qu'on y croit le C'est ça. plus, c'est pour ça. Et c'est pas choquant, on n'est pas en manque d'effets spéciaux. Ouais, c'est ça, en vrai. Moi, l'avalanche de montagne, je me suis jamais demandé si c'est un effet spécial Moi ou non pas. plus, et ça a pas besoin. fonctionné. C'est ça. Surtout. De toute façon, quand on va dans le film, si on voit que c'est un effet spécial, enfin, si on voit que c'est des effets spéciaux, ça gâche un peu le mythe, tu vois. Oui, c'est ça. Oui. Le but, c'est Surtout de quand il y a sa voir. vieille Ouais, image. faut que ça. Oui. Ouais. C'est ça le risque. Et je pense qu'on regarde encore, enfin aujourd'hui, Inception, ça fait quand même quelques années que je l'ai pas regardé. Et ben l'avalanche, on y croit toujours. Ouais, c'est ça. Alors que, Bah, est-ce elle que est ça vraie a aussi, été oui, en c'est image vrai. Oui, c'est ça. mais Elle est-ce que peut ça pas avait se été en image de déclasser. synthèse? Ça aurait été mieux ou pas, Ouais. c'est dur à dire, mais Je croyais pas, tu vois. enfin, ça change pas grand-chose au final. Et Je sais pas. du coup, Christopher Nolan, il a fait en vrai. Et vous verrez, dans d'autres des films que j'ai présentés là, vite fait, il a aussi fait en vrai. Enfin, c'est impressionnant, vous allez voir. Donc, par exemple, ah oui, aussi dans Interstellar, donc, le deuxième film que je vous montre, enfin, que je présente, donc fait en 2014. Ce qui est drôle, c'est que la genèse du film, en fait, est beaucoup plus vieille. Parce qu'initialement, c'était un script qui était travaillé en 2006. Et Ah oui. c'était Steven Spielberg qui était dessus. Ouais. Initialement, il devait s'occuper du projet. Et il avait engagé, du coup, Jonathan Nolan pour écrire le scénario et tout ça. Et donc, c'est le frère de Christopher Nolan. Mais c'est en 2012, bon, Spielberg il a abandonné pour aller sur le projet. Et le frère de Nolan a donné donc, le scénario à Christopher. Et donc, il a fait le film. Quand même, c'est quand même bien. Je pense qu'il s'approprie bien ce type de film. Bah, comme Oui. Spielberg l'a pas fait, on sait pas. Ouais. Ah ce oui, que ça aurait fait. donné avec Donc, Oui. en tout Oui, cas, le sa film réalisation. marche. Je pense que Ouais. c'est l'un des films qui a le mieux marché de Nolan. Ouais, oui, il est culte quand même. Enfin, c'est un film culte. Enfin, on parle d'Inception maintenant à toutes les sauces. Enfin, Interstellar. Interstellar, c'est sûr, c'est Interstellar à toutes les sauces. Oui. Ouais. Encore la semaine dernière, il y a 2 semaines, du coup, je parlais d'Interstellar, Ouais, c'est ça, je donc, parlais de musique de Hans Zimmer. Voilà. Ouais. Ouais. Et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il a toujours un lien en fait, avec le temps dans ses films, Christopher Nolan. Ouais. Donc il y a Tenet, le temps à l'envers, Interstellar, et ça, il y a un voyage dans le temps un peu. Inception, c'est le temps qui a le altéré. temps, voilà, je sais c'est pas. ça. Memento, le film est raconté à l'envers. Enfin, Ouais. c'est que des choses comme ça, et du coup, je trouve ça vachement drôle. Mm. Et en même temps, c'est pas très étonnant du coup qu'il s'empare du scénario, parce que ça me convenait totalement. Mm. Et je sais pas si vous vous souvenez, au début du film, donc ils sont dans une terre un peu ravagée. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et en fait, donc, il y a Matthew McConaughey, il est dans une ferme perdue au milieu Ouais. de d'immenses champs de maïs. Ouais. Et bah, en fait, ils ont acheté et fait penser, Oui, ils ont et fait pousser fait le pousser tout le maïs qui sont dans les champs. Donc il y a Ah 200 oui. hectares de maïs. Juste pour pour le le film. Juste pour le film. Ah, c'est dingue. Mais Voilà. ils l'ont utilisé le mail, Et après, ça, ils l'ont fait quoi vendu et ils Oh, ont mince. eu des bénéfices. Et il me semble que les terres, elles n'étaient pas super bonnes pour le maïs et qu'ils ont eu beaucoup de difficultés à le faire Ouais, c'est pousser. possible, Mais, ouais, j'avais entendu ça ouais. aussi. Du coup, je trouve ça fou. Avec les moissonneuses batteuses. Ah, la Tout ça, détermination. À tel moment, enfin, ils vont super loin dans les films des fois, c'est quand même vraiment impressionnant. Surtout pour faire pousser 200 hectares de maïs. Bah, faut employer du monde, quoi, c'est un métier. Ouais, clairement. Hein. Et aussi, donc, alors ça, je me souvenais moins, mais j'avais vu ça. Donc, il y a des gros nuages aussi de poussière en fait qui se passent parce que du coup, c'est pour montrer que la Terre est en train de mourir un peu. Et bah aussi, ça aussi, c'est vrai. Donc, ils ont utilisé des sortes de gros ventilateurs avec de la poussière synthétique et donc ils ont créé des énormes nuages de fumée. Et encore une fois, Ça peut étonner. Ouais, On mais ça imagine évite pas. les Moi, je plains ceux qui ont mis de la Ouais. poussière sur les Voilà, ventilateurs. ça c'est- va être cool. C'est ceux qui doivent nettoyer pour refaire la scène aussi. Toi, tu dois être une prison. Ouais. Ouais. Ah ouais. Du coup, c'est assez impressionnant. Et eh bah, tiens, une scène aussi qui se passe donc dans la séquence que tu nous avais montrée la dernière fois, Ouais. quand ils sont dans l'eau. Mhm. Donc il y a Anna Hathaway, donc la femme qui marche dans l'eau. Ouais. Et bah quand ils ont fait donc, la séquence, sa combinaison elle était percée. Et donc elle marchait dans l'eau et l'eau glacée est rentrée dans sa combinaison. Elle a fait une crise d'hypothermie. Ah oui. Alors moi, C'est à cool, force de ouais. faire des trucs Le jeu en d'acteur, vrai, il du coup, voilà. C'est- Bon, après, ils sont entourés d'une équipe, une Ouais. équipe de médecins sur le tournage. Ouais, enfin, bon, Oui, hypothermie, mais quand même, Oui. Ouais, mais après, c'est ça pas peut mal. bloquer le Couverture de tournage. survie. Oui, mais ça peut bloquer le tournage pendant plusieurs heures, voire des jours. Mais si c'est elle se bizarre met pas bien, quoi. qu'elle
elle est rien. Enfin, l'acteur, c'est c'est juste voir ça. un moment quand même. Non, mais Elle joue bien et Elle a laisse rien c'est ça. transparaître. Elle a quand même juste plaindre au réel et tout, et qui sont pas. Enfin, il y a une équipe de costumiers sur le tournage, je Ouais. pense. Surtout des films gros budget. Ouais, mais, Pas été ouais, mais il faut peut-être ressécher, tu vois, parce que si tu laisses avec l'eau dedans, ça va rien changer au fait qu'elle soit trempée, quoi. Mais ouais, ils ont pas prévu d'autres combis, je sais pas. Ouais, ou sinon c'est peut-être parce qu'elle avait enlevé son casque et du coup l'eau rentrait à l'intérieur. Je sais pas, ça me parlait. Je sais pas. Je sais pas. Mais voilà, c'est. C'est incroyable. C'est Elle Compliqué a- la c'est route de débrouillard. comédien. Et aussi, dernier fait, alors je sais pas si vous vous souvenez, attention, spoiler, parce que là c'est quand même assez important l'histoire. Vous avez tous vu Interstellar. Oui. Donc ils partent initialement à la recherche d'une planète parce qu'il y a quelqu'un, je crois, qui l'a signalé, tout ça. Ouais. Et il s'avère que c'est Matt Damon. Ouais. Moi je l'avais oublié, mais c'est vrai que quand je Non, l'ai relu, si, du coup, si, je me c'est suis dit, vrai. oui, c'est vrai. Et en fait, c'est drôle parce que son nom n'a jamais été mentionné et il a assisté à aucune des premières du film, donc Matt Damon. Et en fait, il n'a jamais été crédité. Et Même son Comment ça générique. se fait? peut-être dans le générique à la fin. Mais sinon, son identité est restée secrète dans le film pendant toute la campagne De pub. Oui. comment ça. Ah ouais. Mais je trouvais ça drôle. Oui, ça fait un Parce que effet de Matt Damon, surprise. quand même. Ouais, Ouais, ouais. mais parce que du coup, on s'attend pas à le voir au début, parce qu'on Mm. sait pas trop qui c'est. Ouais. Qui est, c'est Matt Damon. Enfin, on va pas parler des stars, mais en plus, il n'y a pas le meilleur rôle. Non, mais c'est Ouais, c'est non, aussi, c'est c'est- c'est pas le rôle le plus. Il a un rôle important dans l'histoire quand même qui va changer, mais c'est pas un personnage principal qu'on va voir tout le long, qui on va suivre, on va s'attacher. Et Ouais, quand on le voit, on a envie de le taper. Donc. oui, c'est ça. En plus, c'est vrai, parce que c'est mais ouais, du coup, c'est un peu. C'est surprenant quand même de vraiment être rayé un peu des listes Ouais, c'est pendant bien. le film. Mais bon, c'est Après, c'est parce que s'il Matt s'en est Damon, pas c'est. plein, Bon, bah, ça, je sais Matt pas. Damon, c'est une star Oui, hollywoodienne, ouais. et il a eu un tout petit rôle, donc est-ce que c'est vraiment utile? Non, bah, je sais pas. Surtout, ça aurait rien changé, ça allait pas amener plus de monde au box-office Ouais, et tout. c'est Ça aurait pas l'argent, changé quoi. quoi. Ouais. Le box-office, ouais. Bon, ouais, je trouvais ça rigolo. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ok. Et du coup, pour le dernier film, donc Tenet, là, il y a plein de petites anecdotes, et aussi une anecdote sur la musique. Donc, le compositeur de la musique de Tenet, alors, il a fait la musique, je sais pas, je le trouve moins impressionnant que les autres films de Christopher Nolan. Bah, le film est moins impressionnant. Ouais, le film, clairement, est moins bien. Non, je crois qu'on en avait déjà parlé, moi. Ouais, on en a parlé. Une petite piqûre de rappel. Et donc, initialement, enfin, en général, en fait, c'est Hans Zimmer qui travaille avec Christopher Nolan pour la musique, mais cette fois, il était pris par le film Dune. Alors, je crois qu'à cause du Covid, du coup, il n'est pas sorti, mais il sortira bientôt avec Timothée Chalamet. C'est un remake d'un ancien film. Et donc, là, c'est Ludwig Göransson, c'est le compositeur de la bande originale de The Mandalorian, qui s'est occupé de la musique. Et c'est assez drôle parce que le compositeur a utilisé les bruits de respiration de Nolan pour faire des éléments de musique. Ah ouais. Donc il a demandé à Nolan de respirer d'une manière méchante ou je sais pas quoi, et il les a mis dans la musique. Alors en remixant et tout ça. Ouais, bien sûr. Peut-être un utilisant d'un instrument, Ouais, un truc note. comme ça. Non, vraiment, c'est juste avec la respiration. Ah, Et, tel quel. Ouais. Alors moi j'ai jamais entendu quelqu'un respirer dans la bande son quand j'ai écouté, mais. On va écouter c'est la une mélo. Ouais. Et bien sûr, le film du coup est sorti pendant le confinement, enfin pas pendant le confinement, mais pendant. Les deux. L'entre-confinement, Ouais, on était après, cet été, ouais. juin, je crois, un truc comme ça. Fin juin. Et du coup, il a forcément été touché par la pandémie. Et en fait, alors je crois que le film avait fini d'être filmé. Par contre, ils étaient en train de faire donc la bande originale et elle était finie à peu près à 80%. Sauf qu'il y a eu du coup le Covid et ils n'ont pas pu faire les derniers enregistrements avec tous les instruments. Donc ce qu'ils ont dû faire, c'est enregistrer les instrumentistes chez eux. Ok. Ouais, un par un, ils enregistraient et du coup, ils ont dû faire un mixage son mais Ça devait- terrible. Ouais, c'est Ouais, j'imagine le truc, alors que Même normalement la c'est tout un logistique, ensemble, quoi. là les personnes elles sont toutes seules à jouer chez elles. Là. Oui. Et puis c'est pas le même rendu du coup Oui, il y a final des parce que c'est pas la dispositions, même tout ça, façon ouais. d'enregistrer. Ouais, c'est Parce ça. que dans un orchestre, tu mets pas un micro par personne, tu mets des micros qui enregistrent l'ensemble. Ouais. Là, ça va vraiment enregistrer chaque. Bah, c'est Après, particulier quoi. vu le budget du film, Oui. je pense que Ça a dû être l'ingénieur plus son, compliqué, ouais, ouais, ça ça doit être doit compliqué. être Ouais, mais plus quand même, compliqué. autant limite tout faire avec des instruments virtuels, tu vois. Presque. Ouais, Bah, mais c'est pas pareil. pas Je suis le pas même spécialiste Ouais, en mais c'est musique, encore mais différent. tous les tu vois, cas, c'est ouais, à chaque fois, ça sera c'est- différent. Ouais. Dans tous les cas, c'est moins bien, je pense, qu'un orchestre. Au moins, ils ont réussi à trouver une. Bon, après, sinon, ils finissaient pas la bande-son. Je Oui, pense. c'est ça. Du coup, ils ont C'est ça, sinon, préféré, prenez la bande-son d'avant qui remettent. Au moins, c'est Ça propre au marche film, pas quoi. comme ça, mais Personne bon. n'a fait la même chose. Oui. Ouais. Enfin, voilà. Et donc, je vous l'avais dit avant avec Inception, avec assez peu de plans avec plein d'effets visuels. Mais en fait, c'est pareil dans Tenet.
Ouais. il y a que 280 plans où il y a des effets. Ah oui, des si VFX. ouais. peu. Non, mais Parce que je l'ai vraiment vu il y a pas longtemps. Ouais. ce qui est impressionnant, c'est que vraiment tous les plans en marche arrière et tout, ils sont faits en vrai Ouais. avec juste des trucages. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup de trucages Ça, j'ai vu. techniques, vraiment C'est invisibles. ça, mais- enfin, même quand alors, je pense quand il y a l'avion qui arrive dans le hangar. c'est un Non, peu- je crois que ça a été fait en vrai. Ah ouais, mais Je enfin crois que oui, c'était bon, fait, quand il ouais. explose, peut-être pas. Mais Peut-être pas, mais enfin, vraiment en même l'avion temps, qui rentre ouais. dans le hangar. Quand je l'ai vu, j'étais impressionné. Alors je sais plus si c'est Ouais, un mais- vrai avion qu'ils ont planté dans un vrai hangar qu'ils ont récupéré pour un avion un peu désaffecté Ouais. ou si c'est une maquette, mais j'ai vu les scènes, les behind the scènes où c'est vraiment rentré dedans. Ok. Ouais. Ouais, parce qu'en même temps, enfin, 280 plans, c'est je sais pas, un peu plus de 10 minutes, quoi, mais c'est pas Mhm. grand chose. Sur un film de 2h30. Faut regarder le plan moyen sur Tenet, mais il est pas très long le plan moyen. On va faire quoi 5 secondes Oui, peut-être, je même pas dis une bêtise. 4 secondes. Ouais. Plus de 10 minutes, mais enfin, c'est quand même, ouais, c'est pas grand chose. Mhm. Ah ouais, du coup, j'étais surpris. Et c'est pareil pour ces autres films. Donc, quand il a fait Batman, il y avait à peu près 650 plans avec des VFX. Et Dunkerque, il y en avait 430. Mais enfin, c'est quand même relativement peu quand on sait que c'est plutôt 2000. En Ouais, général. Ouais. Dunkerque, on l'a très bien vu. Je pense que tout le monde a vu cette scène passer sur les réseaux. Quand elle courait tout droit avec Mm. les explosions, Ouais, oui, avec ça, tous oui. ceux qui sortaient des tranchées, on voit bien que Christopher Nolan aime bien. Là, t'as Ouais, des choses- ouais. c'est pas 1917 que tu parles là Ouais. Ah si, Oui, c'est c'est 1917. ça. Ça a rien à voir, ouais. Excuse-moi. Oui, on confond. Ouais. Ah, c'est. On avait la même scène. Mais en cette fait. scène-là, Ouais, mais oui, c'est vrai je que le c'est- sais bien. Cette scène est quand même Mais incroyable. Mais c'est Et c'est au-dessus. pas du tout Nolan, Ouais. c'est. J'ai oublié son nom. Pas suivant. Ouais, c'est pas Merci Thomas. en tout cas, par- Et du coup, comme tu l'as dit, Yanis, donc ils font les choses à l'envers, avec vraiment à fond, Ouais. parce que les acteurs ont dû apprendre à faire des cascades à l'envers. Mm. Alors déjà, ça je trouve que Ouais. je sais même pas comment tu fais. C'est ouais, c'est la décomposition de mouvement, c'est vraiment Ouais. très dur. Et c'est assez impressionnant. Et ce qui était très drôle, c'est qu'ils ont aussi appris à parler à l'envers. Même les. Alors, comment je pense pour que ça soit raccord avec les lèvres. Mais ce qui m'étonne, c'est que pourquoi ils l'ont pas enregistré en vrai. Ah, ils ont enregistré à l'envers, je pense, mais juste pour que le raccord lèvres soit bien, tu vois. Ok. Et je trouve ça. Bah, en fait, ça permet de mixer des mouvements à l'envers, Ouais, à je sais, l'endroit oui, dans le ça, même j'ai plan. oui, Du j'ai coup, vu le film, donc oui, il y a des trucs mixés, mais. Parce que c'est vite. Sinon, il aurait fallu Ouais, mais tourner il y a- séparément sur fond vert et il y a- retourner un Il n'y plan. a pas de plan où ils dialoguent à l'envers. Ouais, mais exemple, ils disent arrêtez-vous par exemple à l'envers. Il faut apprendre à dire arrêtez-vous à Ah, l'envers. c'est- tu vois. Ouais, et je trouve ça fou. Ouais, c'est Et donc, par exemple, le méchant russe dans le film, initialement, l'acteur est irlandais, et donc en plus, il a dû apprendre à faire l'accent russe à l'envers. Oh là là. Et c'est drôle parce qu'il joue dans 1917 aussi. Ouais. C'est un des capitaines de bateau. Ok. Mais, bon, de toute façon, ce film, je ne l'ai pas méga aimé. Et pareil, ouais, comme tu as dit avec les voitures, Ouais. ils ont, donc pour faire la poursuite en voiture à l'envers, déjà, ils ont pris 3 semaines à faire la poursuite. Donc, alors je sais pas si c'est beaucoup pour une poursuite. Au là, au moment où Ouais, mais il il faut y a la bloquer une valise, route 3 semaines. ouais, je Au pense. moment où il Ouais, se passe la valise Ouais. Sur l'autoroute. Ouais, c'est ça. Et ils ont pris un tronçon de 8 km. C'est pas mal. Pour Pendant bloquer 3 semaines. l'autoroute de 8 km pendant 3 semaines. Ouais. Et c'était où ça donc Donc c'est à Tallinn, en Estonie, si je ne me trompe pas. Ok. Dans la géographie. Ouais. Et du coup, pareil, je trouve ça ouf. Et donc il y avait les voitures qui roulaient à l'endroit, à l'envers en même temps. Mm. C'est je trouve c'est vraiment impressionnant. Les voitures qui roulent à l'envers, c'est pareil, ils ont Ouais, ils ils ont ont fait fait la la transmission. transmission. Ah. Ouais, ils ont inversé Il me les semble. carrosseries sur les voitures, c'est ça. mais certaines voitures étaient des vraies voitures qui roulent à l'envers aussi. Ah ouais. Ouais, il y en a certaines parce qu'on voyait l'habitacle et donc vous ne pouvez pas. Oui. Mais c'est vrai Déplacer qu'il y le en a moteur. certaines où on peut juste inverser les carrosseries C'est ça. et faire semblant. Et du coup, dernier petit fait aussi intéressant, c'est donc la séquence de fin quand il y a les centres d'équipe qui vont sur un champ de bataille et qui est à la fois à l'envers et à l'endroit. Donc je sais pas si vous vous souvenez, bon. Si, Voilà. ouais. Et c'est juste drôle parce que ils disent aux équipes qu'ils ont 10 minutes pour attaquer, enfin pour faire l'opération. Mm. Et donc, 10 en anglais. Et en fait, donc il y a une équipe qui va à l'endroit, donc c'est 10, et l'autre équipe qui va à l'envers, ça fait net. Et ça fait Tenet ensemble, les deux mots. Oh. Ouais, et voilà. Du coup, je trouve ça rigolo. C'est fou. Est-ce que J'ai c'était jamais voulu réfléchi. Bah, bon, Je oui, pense. je pense quand Ouais. même. C'était réfléchi quand même, ouais. c'est du Nolan. Ouais. Oui. Enfin, voilà. Bah écoute, merci Victor pour cette chronique haute en couleur. On va passer tout de suite à la chronique de notre musicien Baptiste Jingle. Du coup, la fois dernière, j'étais pas là. Enfin, avant la vidéo sur les coulisses du coup de l'émission, j'étais pas là, mais vous avez parlé d'un film et d'une bande originale. Donc, vous savez bien, il s'agit d'Interstellar. On en a parlé juste à l'instant. C'est vrai que
Hans Zimmer, c'est pas mon compositeur favori, vous l'aviez bien vu, mais il y a quand même des choses, enfin j'ai beaucoup de considération quand même pour son travail parce que comme Morricone et dont on a parlé et John Williams, enfin ils ont beaucoup apporté à la musique de film. Et du coup, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il a apporté. Pour ça, il faut retourner un petit peu sur sa vie. Alors certes, c'est un Allemand, il est né en 57. Il s'est fait surtout connaître pour sa bande originale de Rain Man, donc qu'il a conduit à composer la bande originale du Roi Lion, donc qui est quand même connu de tous. Le dessin animé normal. Oui, c'est ça. D'accord. Ah, ok. Oui. Bah, c'est lui qui l'a fait et ça lui a donné un Oscar. Et c'est grâce à ça aussi qu'il est rentré sur Hollywood et que tout le monde a voulu de lui. En fait, c'est vraiment sa clé pour rentrer sur Hollywood. D'accord. Mais voilà, Hans Zimmer, c'est surtout une enfance un peu particulière. Donc, faut savoir, ses parents, ils ont une bonne fortune quand même. Et du coup, il a investi dans des synthétiseurs. Donc, voilà, vous avez sur votre droite des synthétiseurs dernier cri de l'époque, tout ça. Et du coup, il va pas suivre une formation habituelle comme tous les autres, mais il va un petit peu expérimenter avec ses joujoux. Et encore aujourd'hui, il expérimente encore avec ses synthétiseurs. Et ça va, en fait, son absence de formation va créer un nouveau style, en fait, le style qu'on connaît tous, celui des blockbusters. Donc voilà, comme il connaît pas forcément les notes, la musique, tout ça, en fait, il va faire des choses assez simples sur peu de mélodies, peu d'accords, mais maintenant, voilà, c'est ancré dans les blockbusters. Et pourquoi c'est ancré? Parce que les producteurs, ils adorent cette musique-là. Parce que ça prend très peu de temps à composer. Parce que y a pas de recherche comme John Williams qui va passer des semaines et des mois sur sa partition à côté de son piano. Là, ça se fait, mais facilement, en très peu de temps. Et du coup, ça suit le rythme des sorties de ce qu'on veut aujourd'hui. Je pense notamment à tous les Marvel. Tous les Marvel, les films de super-héros, c'est du Zimmer, où toute l'école du blockbuster. Mais du coup, il est autodidacte. Il a jamais été dans un coup, il a jamais fait de trucs comme ça. C'est ça. Après, peut-être qu'avec le temps, il a un petit peu essayé d'apprendre, d'approfondir certaines choses. Enfin, aujourd'hui, il connaît les notes et tout, il joue de la musique. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est parti de lui-même et ses synthétiseurs. Donc voilà, j'aime beaucoup cette contribution au cinéma. Maintenant, c'est vrai que comme tous les producteurs ont demandé de composer à la manière au lieu de demander de composer pour le film, en fait, c'est vrai qu'on a ce style qui est un peu trop, je pense, présent dans le cinéma. Mais pour Interstellar, donc je vais vous parler d'Interstellar, qui est l'un des meilleurs films au passage. Hein. Ça, c'est personnel, mais bon. Je trouve que l'univers de Zimmer colle parfaitement au film. C'est d'autant plus vrai quand on connaît le contexte de création de cette bande originale. Parce que c'est rigolo, parce que Nolan a pris le problème à l'envers. En fait, il a demandé à Zimmer de se voir bien avant le film. Et en une journée, en fait, au début de la journée, il a écrit le thème à Zimmer sur un papier, donc espace ou je sais pas quoi. Et il a laissé toute la journée à Zimmer pour composer quelque chose. Ah oui. Et à la fin de la journée, Zimmer a donné un enregistrement à Nolan. Et cet enregistrement, c'est le thème d'Interstellar. Donc sur le CD de la bande originale, pour ceux qui achètent encore des CD ou sur Spotify, tout ça, c'est disponible. Hein. Ça s'appelle Day One Dark et c'est un morceau qui n'est pas présent dans le film, mais qui reprend quasiment tous les thèmes qui seront ensuite développés dans le film. Et du coup, lors du tournage, ils savaient déjà sur quelle musique ça allait être. Et c'est rare. C'est rare de faire ça comme ça. Et Nolan, il tenait à ce que ça soit fait comme ça parce que on parlera une autre fois de la place de la musique dans le film, mais en fait la musique, ça donne plus qu'un sens finalement. Là, toute l'image, toute l'histoire se cale sur la musique en fait. C'est d'où Nolan est parti finalement, et je trouve ça assez rigolo. Donc du coup, il a choisi de donner plus de pouvoir à la musique qu'à l'image, parce que généralement c'est l'image qui dicte la musique, qui est pas composée par-dessus. Il voit le film et il compose. C'est l'inverse. Et c'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup parlé de cette bande originale, parce qu'elle a marqué les esprits, je pense. Et du coup, je ne vais pas vous faire écouter cet extrait, vous irez le découvrir si vous voulez, mais nous, on va parler vraiment des musiques qui sont propres au film. Et on va écouter le premier, donc, qui est connu de tous, No Time for Caution. Ouais. Donc, qui est connu de tous, parce que, bon, il y a toutes les vidéos des hamsters qui courent là. Donc là, voilà, on a un rythme très régulier, il y a beaucoup de concentration, hein, on va parler des astronautes dans l'espace, tout ça. Les cordes qui sont très présentes, hein, Zimmer va beaucoup utiliser les cordes et les vents, les choses comme ça.
Et puis, c'est rigolo, enfin, vous voyez devant vous, vous avez un orgue, en fait, parce qu'il va avoir une place centrale dans toute la bande originale. Et ça, c'est rare d'avoir un orgue comme ça dans les bandes originales. Ouais. Et je vous disais, certes, Zimmer travaille peu ses accords, ses musiques, tout ça, parce qu'il n'y a pas sa formation là-dessus. Mais tout le génie de Zimmer réside dans la manière de trouver les sonorités et la texture. En fait, il va vraiment travailler les outils pour avoir une sonorité vraiment particulière. Il est fort dans ça. Et là, il va aller à Londres spécialement pour enregistrer la bande originale dans l'église du Temple. Donc, vous avez une photo devant vous pour avoir la sonorité de l'orgue présente dans cette église. Parce que on sait tous, chaque instrument a sa sonorité. On en parlait avec les thérémines, tout ça. Et c'est vrai que cet orgue a une sonorité qui a beaucoup plu à Zimmer et donc il s'est déplacé là-bas. Je vous laisse imaginer la contrainte technique. Hein, c'est compliqué parce que généralement on enregistre en studio avec une salle insonorisée, tout ça. Mais là, ils ont déplacé tout le matériel là-bas. Et chaque église, je pense, a sa sonorité aussi. C'est pour ça qu'il y a des celle-là. Et là, ils ont pris l'organisme qui est affilié à cette église. Donc, c'est assez rigolo de savoir tout ça. Parce il y a vraiment un travail plus sur la sonorité que sur la partition. Et c'est ça qu'on peut aimer chez Zimmer, je pense. Et voilà, donc je vais passer à un autre petit extrait que vous connaissez peut-être. Enfin, c'est lorsqu'il quitte la Terre et qu'il quitte sa fille en même temps. Enfin, il y a l'enchaînement. Donc on a un passage très puissant, très soutenu. C'est très fort en début. Je pense que je me souviens plus trop de la scène, mais c'est une scène pleine d'émotion. Oui, c'est ça. C'est quand sa fille, elle reste dans sa chambre et que lui, il part en voiture, il regarde derrière lui. Oui, sa fille qui et ensuite il décolle. Et nous, on voit les genre deux scènes qui sont mises en corrélation. Et c'est vrai que ça prend les tripes quand même. Mais juste la musique pour les tripes. Oui, c'est ça. Ouais. Et voilà, on a les violons qui sont là, qui s'acharnent. On ne sait pas comment ils ont fait pour jouer aussi fort, mais c'est compliqué de faire jouer des violons forts comme ça. On a les corps qui viennent en contre-champ. Il utilise vraiment l'orchestre symphonique avec beaucoup de puissance, parce que Zimmer adore l'orchestre symphonique, même s'il n'a jamais exploité et étudié chaque instrument un par un. Il aime beaucoup l'orchestre symphonique. Le rendu, quoi. C'est ça, mais du coup, il va vraiment pousser les choses dans l'excès. Il va mettre 6 trombones, 10 corps, et les batteries surtout. Les batteries, généralement, on utilise une batterie ou 2, mais là, il va utiliser, je sais pas, enfin, il y a des scènes où les batteries forment un cercle, il y a 10 batteries, et on enregistre 10 batteries. Au moins, et il est fier de ça, il s'affiche, et il a raison, parce que ça a une autre sonorité, et voilà, c'est pas forcément péjoratif, parce que ici, par exemple, dans Interstellar, ça correspond et ça colle vraiment bien au film. Je pense que là, on revient sur la musique donc, de la fameuse scène dont on a parlé la fois dernière, on a reparlé tout à l'heure, donc quand ils sont sur la planète d'eau, et voilà, qu'il y a des grosses vagues qui arrivent vers eux, on écoute. Voilà, on a des cuivres qui sont un peu soutenus par des effets des fameux synthétiseurs de Zimmer qu'on a vu tout à l'heure. Et ça accompagne les vagues qui arrivent. Et au début, on ne sait pas, parce que même dans la musique, on ne sait pas quelle vague, c'est clair. Et puis là, on entend un petit truc. Mais d'ailleurs, ça s'appelle montagne en français. Et là, on entend des petits... Enfin, on entend des petites basses, ou je sais pas trop ce que c'est, un son grave qui vient et qui augmente au fur et à mesure. Et c'est ça qui fait monter la pression. Et qui fait arriver là. On a des vagues, donc des crescendo et des crescendo qui arrivent en même temps que les vagues. Et la scène est... Baptiste en parle bien. J'imagine au cinéma, enfin je l'ai pas vu, j'ai pas eu la chance d'aller voir Interstellar au cinéma, mais ça devait être quelque chose d'incroyable. Vraiment. Et les gens ont beaucoup parlé de la bande originale. C'est vrai qu'on pourrait l'écouter sans regarder le film. Elle se suffit elle-même, en fait. Je l'ai fait là il y a pas longtemps quand j'ai préparé cette chronique et franchement ça s'écoute mais bien. Ok. Et ça doit te mettre dans une ambiance particulière, quoi. Ah oui, c'est ça. Des fois c'est un peu déstabilisant quand même parce que ça parle de l'espace et tout. Mais la fois dernière, je sais plus qui est-ce qui parlait, c'est vrai qu'on a l'effet d'écoulement du temps. Parce que le temps a une place importante dans le film. On parle des années-lumière, de la relativité d'Einstein et tout. Et surtout là sur cette planète, donc 1 heure passée sur la planète, c'est équivaut à 7 ans sur la Terre. Et Zimmer va bien transcrire cette musique, il va mettre un rapport musique à l'histoire. Et donc dans cette musique, on a des petits... je vous laisse découvrir, après je vous en parle. Voilà, on a des gouttes d'eau qui sont un peu remixées. Et là, vous avez des collegno au corps, donc c'est l'archer qui frappe, mais pas par les crins de cheval, mais
par le bois qui est à l'arrière, donc ça forme un son assez métallisé comme ça, et ça vient très régulièrement comme une horloge, donc le temps qui s'écoule, et voilà, Zimmer casse un peu les codes, j'ai envie de dire avec brio, il joue de façon inhabituelle avec des instruments connus tous, enfin les violons on les connaît, mais est-ce que tout le monde sait qu'on peut jouer avec l'arche à l'envers de ça? Non. Et Zimmer, il exploite vraiment toutes les sonorités qu'on peut avoir, et il faut l'admettre, c'est quand même admirable. Je crois qu'à ce moment-là, alors je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que la musique, il avait fait un travail pour qu'il y ait un motif qui se répète à une certaine durée, et dans d'autres moments où c'est justement la temporalité plus terrestre, ça se répète beaucoup plus vite, le même son, et donc ça fait une répétition, je crois. Alors, c'est pour chaque année, en fait, à chaque année qui passe, dans la musique, à chaque année qui passe, surtout sur la planète Do, je voulais noter le nom exact. Si on écoute bien, il me semble qu'il y a 3 fois un gros boom, et c'est pour à chaque fois faire passer les 7 ans. Donc en fait, il y en a 7 petits et un gros, 7 petits, un gros, 7 petits. Non, mais c'est vraiment réfléchi. Mais enfin, ça reste très. Ça s'entend pas, il faut l'écouter. Il faut même avoir l'information pour interpréter aussi. Il faut savoir, quand je vous disais, Zimmer a eu, donc au jour le jour, le thème du film, il n'y a pas eu le droit de lire le scénario. À chaque fois, on lui a refusé. Donc, il n'y a pas lu le scénario avant de composer la musique. Après, on lui a peut-être un petit peu dit, mais c'est vrai, mais le premier thème, en fait, les thèmes qu'il a recherchés, il savait pas ça allait parler de quoi, tout ça, et on lui a juste dit espace, et puis après, peut-être, c'est vrai qu'au moment où il y a vu les images, on lui a expliqué, mais les thèmes, il les a quand même pondus avant, et après, il a peut-être rajouté tous ces effets. Mais toujours, voilà, dans ces effets sonores et la recherche de texture, on a ce passage en particulier qui est assez sympathique, qui est vraiment un passage très crispé, peu chaleureux, déstabilisant. On n'a pas envie d'être dans l'espace. Non, c'est sûr. À ce moment-là, voilà, on a les violons qui viennent un peu dans les aigus, par-dessus des basses, donc l'orgue, je pense. C'est dur de définir un peu les instruments qu'il utilise parce que justement, il les remixe un petit peu. Donc, mais voilà, des violoncelles, des contrebasses, tout ça, des voix peut-être. Le thérémine peut-être. Je pense pas qu'il utilisait le thérémine, mais il aurait pu pour une musique dans l'espace. Et là, avant de conclure, on a vu beaucoup de thèmes imposants, donc très puissants. Mais Zimmer, c'est aussi composé du doux, et je vous laisse découvrir ça. Donc on a l'orgue qui joue en soliste, par-dessus des nappes énorme, ça. De synthé. Ok. Oui. L'orgue qui joue avec les pieds également. Ça fait des frissons, ça musique quand même. Donc l'orgue, il a utilisé certes l'orgue de l'église, donc du temple, mais il a aussi utilisé un peu ces orgues VST, donc synthétiseurs, mais pour faire des effets, parce qu'il y a des effets d'orgue qui sont pas possibles en vrai. Voilà, Zimmer aime beaucoup ça. Et bon, voilà, sur cette touche de légèreté, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Zimmer, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je pense que ce film a été fait pour lui. J'ai envie de dire, il est né vraiment pour ça, parce qu'on retrouve tout le génie de Zimmer dans ce film. Et je pense que si on n'avait pas eu ce compositeur pour ce film, on aurait compris le truc, mais totalement différemment. Enfin, ça aurait été... Après, je peux comprendre qu'on ne soit pas forcément ultra fan de Zimmer, mais quand on regarde tous les films auxquels il a donné une bande originale, il y a quand même beaucoup, les thèmes principaux, ils sont mythiques. Genre, tu regardes Gladiator, je crois que c'est Zimmer. Les musiques, elles sont frissonnantes. Mais en fait, le problème, c'est que je pense qu'on n'a pas envie de taper sur Zimmer, mais comme on n'entend que ça, à cause de tout ce qu'on a demandé de faire, c'est ça. Après, il faut savoir, Zimmer a créé son entreprise, tout ça, et tous les autres compositeurs, je pense à ceux qui ont fait les Marvel, Thor, tout ça, en fait, ils travaillent avec Zimmer. Donc, Zimmer, il repasse derrière, mais Zimmer, même lui, en a eu marre de ce style, donc il a dit de ce style, de cette manière de composer. Et il y a quelques années, en fait, il s'est lancé dans une tournée parce qu'il voulait plus. Il a dit lui-même, je veux plus composer pour les super-héros. Donc, et du coup, maintenant, il fait des tournées, et c'est super agréable ces tournées. Il vient en France l'année prochaine. Donc, d'accord. Écoute, merci Baptiste pour cette chronique très intéressante. Pas de problème. Je vous propose de passer tout de suite à la chronique de Yanis Jingle. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une annonce qui a été faite et que je vous en ai parlé, vous avez dû le voir forcément passer sur les réseaux sociaux un petit peu. L'annonce de DJI avec leur nouveau drone FPV.
Alors, avant de vous parler du drone FPV de DJI, je voudrais revenir pour ceux qui connaissent pas forcément sur qu'est-ce qu'un drone FPV, un peu comment ça marche et tout. Donc, un drone FPV, c'est l'acronyme, ça veut dire First Person View. Donc, le principe, c'est d'être à la première personne. Donc, c'est comme si on était à la place du drone. Ouais. Parce que généralement, on va le contrôler avec un casque de réalité augmentée et ce qui va nous permettre d'être en immersion. C'est des drones qui à la base étaient dits racers, c'est-à-dire c'était des drones qui étaient destinés à faire la course, de l'acrobatie. Donc généralement c'était les premiers drones que les gens faisaient avant qu'on ait l'apparition des drones, par exemple de DJI Phantom. Les drones à base c'était ça, souvent en amateur, donc faire des petits drones bricolés soi-même, donc du modélisme, où du coup c'est très dynamique, ça va très vite, il n'y a pas de notion d'équilibre, il n'y a pas de stabilisation, ça tourne, voilà, c'est vraiment comme un petit hélicoptère, mais vraiment très vif. Et comment on est arrivé à une envie d'utilisation d'un point de vue plus cinéma, pas sans cinéma, mais audiovisuel, vidéo, quoi, c'est qu'on a décidé de mettre des petites caméras dessus, des action cam, généralement des GoPro ou autres, qui permet de pouvoir filmer, parce que la caméra la seule caméra qui était sur le drone, c'est la caméra pour avoir le retour vidéo et qui est vraiment pas dessinée, le but c'est pas d'avoir une image qualitative. Donc, DJI se sont dit, c'est un marché qui a vraiment un très grand essor. Dernièrement, on en voit de plus en plus passer. Ils se sont dit, pourquoi pas s'attaquer à ce marché parce qu'il est plutôt intéressant. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo très courte, un petit peu pour vous voyez, qu'est-ce qu'on peut faire en drone FPV. Donc voilà, c'est un petit aperçu. Cette vidéo est incroyable. Alors, petite anecdote, cette vidéo, elle a été faite pendant le confinement. Il y en a plusieurs qui ont été faites. Tout à fait. Celle-là, elle a été faite à Saint-Étienne pendant le confinement. Donc on mettra les liens en description. C'était Stéphane Couchot qui a fait ça. Ouais. C'est quel drone ça ? Alors ça c'est un drone un quad qui a été fabriqué par c'est des trucs classiques, des standards on va dire, pas classiques mais c'est vraiment des drones FPV fabriqués. C'est impressionnant. Voilà, c'est assez impressionnant et c'est très rapide. Donc voilà. Et puis le drone, surtout le FPV, comme le drone, on est souvent en hauteur, on n'a pas cette sensation de vitesse. Ouais. Et là, vu qu'on est à hauteur humaine et on passe entre les bâtiments, tout faire. On a cette hauteur de vitesse, cette sensation de vitesse. La sensation de vitesse est aussi due à la vitesse. C'est mais tu prends, par exemple, je pense à celui-là, qui peut aller à 50 km/h à 200 mètres d'altitude, t'as pas l'impression. Oui, à FPV, ça va beaucoup plus. On reparlera de la vitesse, tu verras, c'est mais on n'a pas cette sensation de vitesse en hauteur. Là, la vidéo, alors je ne sais pas, mais c'est légèrement accéléré, mais pas tant que ça. Oui, c'est accéléré. Un petit, c'est pas tant que ça. Et puis l'avantage, je fais un drone comme ça, il peut pas descendre comme ça en piqué. Non, c'est que voilà, il y a un horizon, il y a un niveau comme ça. Alors qu'un drone FPV, il peut descendre comme ça. On peut faire un dive, ça s'appelle. Donc on peut en plonger. Donc ça, je vais revenir. Donc DJI, alors là avec l'annonce du drone, c'est pas tout nouveau, qui sont placés petit à petit sur le marché. Ça fait, alors j'ai plus la date exacte, mais ça fait quelques années qu'ils avaient déjà sorti leur casque avec leur système de transmission. Donc le principe, c'était basé sur la technologie OcuSync, qui est une technologie numérique de transmission vidéo. Contrairement je vais appeler ça standard, vraiment, c'est pour simplifier, au standard FPV qui est plus généralement de l'analogique, donc pas du tout la même qualité. Donc là, le but, c'est d'avoir une plus grande fiabilité, parce que souvent, l'analogique, on a des petits artefacts qui brouillent et même des sautes d'image, une image de bien meilleure qualité et parfois une meilleure portée, parce qu'il y a certains coins, quand on passe derrière un mur, l'analogique peut avoir plus de mal que du numérique, même si la portée peut être importante. D'ailleurs, je vous ai montré un petit gif qui vous permet de comparer. Alors, c'était proposé par DJI, donc c'était pas sûr. Non, en plus, ça, c'était la première version. Donc maintenant, c'est encore amélioré, mais on voit bien la différence entre l'analogique, qui est vraiment plus compliqué à voir, et le système de DJI. Donc là, maintenant, je vais revenir au drone. Donc le drone qui a été proposé par DJI, le but, c'était de produire un produit clé en main. Ce qui est généralement pas le cas, parce qu'en général, soit si on achète un drone déjà tout monté, on n'a que le drone. Après, il faut acheter la télécommande, il faut acheter le casque, il faut tout connecter. C'est compliqué et ça coûte très cher. Ensuite, pour les plus passionnés, mais ça, c'est pas forcément c'est la majorité, mais c'est pas forcément on n'est pas obligé, mais c'est de pouvoir monter soi-même, de pouvoir installer ses moteurs, acheter son support, acheter toutes ses transmissions. Et là, c'est pas le cas, c'était pour pouvoir s'offrir attaquer un plus grand public et même des gens qui fabriquent leurs drones, un truc déjà tout complet. Mais
ce qu'ils ont précisé, c'est que c'est quand même démontable, on peut changer les pièces, on peut corriger en cas de crash ou autre. Donc c'est par rapport à d'autres drones, donc ça on va pas pouvoir s'amuser à les démonter, mais c'est un drone quand même qui est transformable, réparable et tout. C'est pas un bloc complet, mais il est déjà en entier, il est tout fourni. Donc c'est quand même fourni avec le drone, le masque et la télécommande. Donc c'est vraiment un combo tout opérationnel instantanément. Alors la différence en plus, c'est que cette fois-ci, la caméra est incluse. Donc ça va être la même caméra qui va servir à la vidéo pour filmer et à la transmission vidéo. Le retour qu'on va avoir dans le casque. Parce que généralement, on avait la caméra qui servait pour le retour vidéo sur FPV, comme on peut le voir, et une action cam qui est passée par-dessus. Donc là, je vais revenir en quelques points sur quelques caractéristiques et différences entre le produit proposé par DJI et un FPV plus classique, notamment les autonomies, qui est le point névralgique, on va dire le point principal. C'est que l'autonomie annoncée par DJI est de 20 minutes. En réalité, par rapport au test que j'ai pu voir un petit peu, ça tournera plus aux alentours de 15 minutes, mais c'est déjà quand même énorme, même dans des conditions difficiles, du froid. Donc c'est plutôt bien, alors qu'en général, le FPV, c'est 3 à 5 minutes. Ah ouais, selon moi, après, c'est toujours variable selon le type de batterie, le type de vol, le poids, voilà. Parce que vent, du coup, c'est beaucoup Pourquoi c'est beaucoup moins que les autres drones? Alors, c'est pas la même taille de batterie, c'est pas la même technologie. Et là, la différence, c'est qu'en général, c'est des drones qui sont plus fabriqués. Donc, il y a la partie intelligence, gestion de batterie n'est pas faite pareil. C'est pas DJI, eux, ils ont tout leur système. Donc, c'est leur batterie, c'est leur programme. Et donc, la gestion va être mieux organisée. La batterie n'a rien à voir. Là, sur le drone, la majorité du drone, c'est la batterie. Alors que les autres, c'est une batterie qui est mise dessus. Du coup, il est très lourd. Il est pas. Non, c'est standard. C'est lourd, mais c'est standard pour un drone FPV, parce qu'il y a tout dedans. Ensuite, la portée, c'est une dizaine de kilomètres de portée en transmission vidéo, c'est ce qui est annoncé. On n'y va jamais à 10 km. Et ça a l'air d'être par contre très proche. Pour une fois, c'est 10 km, c'est vraiment 10 km. Je pense à celui-là, ils annoncent. Là, c'est le 1 que j'ai. Ils annoncent 2 km. Et en vrai, à 1 km. Alors aussi, c'est qu'ils annoncent 2 km pour les États-Unis. En France, ils n'annoncent pas 2 km. Là, c'est les 10 km pour l'Europe. Parce que c'est pas le même système de transmission et tout, mais donc c'est un peu moins puissant. Pour les FPV classiques, ça peut être similaire. Tout dépend des systèmes qu'on achète, de transmission, du lieu. Et après, de toute façon, on ne va jamais à 300 km parce que d'un point de vue technique, et de toute façon, avec 3 minutes de batterie à 100 km, c'est compliqué. Ensuite, pour la caméra, là, il y a une caméra 4K 100 fps qui est incluse, contrairement aux autres où il n'y a pas de caméra pour direct, donc il faut installer. Donc, alors maintenant, je vais faire le point qui a été le plus important pour les gens pour essayer de décider et tout, c'est le prix. Donc, le combo pour celui-là, il est à 1 349 €, donc c'est-à-dire masque, drone et télécommande. Sachant que alors j'ai essayé de vous faire un petit équivalent de prix pour un drone dit FPV classique. Donc, on peut partir sur un drone à 400 € avec un masque à 400 € aussi. 200 € pour la télécommande. Ensuite, il faut acheter des batteries. En général, c'est des LiPo, il en faut 15-20. Donc 15-20 LiPo, alors j'ai pas le prix, tout dépend, ça nous a autour de 50 €. Une LiPo, non, enfin, en termes. Une LiPo pour du drone, c'est à peu près 20-30 €. Ouais, 20-30 €, donc il en faut une dizaine. Et après, si on veut filmer, il faut tout de suite. Et donc ça fait déjà à peu près 1 000 €. Puis après, il faut tout de suite partir sur une caméra action cam. En général, les GoPro, c'est 300-400 €. 400, t'es gentil. Ouais. Parce que les GoPro, c'est. Enfin, 400, c'est. Ouais, après, on n'est pas obligé de prendre la dernière. Ouais, voilà, mais. Et surtout, en général, on ne prend pas les dernières parce que le problème du FPV, c'est que c'est souvent. Si tu craches. Si tu craches ta GoPro, ouais. Et moi, chez DJI, on peut prendre la Osmo Action qui est à 349 €, je pense, donc un peu en dessous de 400 €. Oui, mais après, les prix, ça tout dépend du modèle qu'on prend parce qu'en plus, le FPV. Là, c'est que je vous ai pris un produit fini, mais en général, le FPV, pour apprendre, il faut prendre plusieurs petits drones, il faut acheter un simulateur et tout. Alors que là, DJI fournit un simulateur qui est conçu et qui fonctionne avec leur drone. Donc, c'est leur drone qui est dans le simulateur, donc on peut vraiment s'habituer. C'est génial. Ensuite, la grande différence avec le FPV, c'est notamment la présence de capteurs de détection. Ce qu'il n'y avait pas avant, et il y a eu beaucoup de crash. Et là, il y a un capteur à l'avant et en dessous. Donc en dessous pour voir la hauteur, parce qu'en général, le FPV, comme on a pu le voir dans les vidéos, on peut faire du vol à terre et tout. Et donc là, ça permet d'avoir des capteurs, même à l'avant, pour éviter les chocs frontaux, parce que quand on a des petits problèmes de connexion ou des erreurs d'inattention, comme sur un drone, on peut se prendre... ça permet... C'est une sécurité, parce que leur but, encore une fois, c'est d'atteindre un plus grand public,
tout le monde puisse débuter, ce qui n'est pas le cas avec du FPV classique. Ouais. En plus, le drone, il a un mode de vol stationnaire, ce qui n'est absolument pas présent sur un drone FPV. Le drone FPV, il faut tout le temps être là avec les gaz à compenser. S'il n'est pas parfaitement bien réglé, équilibré, il va dévier un peu, donc il faut compenser. Et là, vraiment, si on se met en mode stationnaire, on pose la télécommande et le drone ne bougera pas. Donc ça, c'est la force de DJI avec toute leur, qu'on voit d'habitude sur les Mavic et autres. Donc, ce qui est pratique, et notamment pour un débutant, s'il y a un moment de panique, au lieu de faire n'importe quoi, le drone reste en stationnaire. Encore une fois, là, cette fois-ci, pour justement être plus polyvalent, au lieu d'avoir plusieurs drones pour apprendre à débuter, on n'a qu'un seul drone. On a le drone qui a plusieurs modes, notamment le mode S, qui est un mode vraiment pour débutants plus simple, qui peut se rapprocher d'un Mavic, mais avec du coup le pan, du moins le roll qui n'est pas contrôlé, donc un léger roll, une vitesse vraiment plus lente et qui peut être une première approche du FPV. Puis ensuite, il y a le mode N qui permet d'évoluer encore plus avec un vol plus rapide, toujours avec les capteurs, mais un peu plus rapide, un peu plus libre dans les mouvements. Et finalement, le mode manuel. Cette fois-ci, les capteurs sont désactivés parce que quand le drone est à pleine vitesse, capteur ou pas capteur, c'est trop tard. Et du coup, là, on a vraiment toute la liberté de mouvement. On peut là, le drone a tous ses axes de débloquer. On peut faire partir en flip, partir en tonneau, faire des grands dives et pouvoir plonger. Et voilà. Donc le drone, il a quand même une vitesse de 150 km/h de pointe et il fait le 0 à 100 en 2 secondes. C'est énorme. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est un standard pour les drones FPV, c'est après ça. Donc quand tu me disais tout à l'heure, on voit vraiment la différence. C'est pas le fait d'être proche à joue, mais la différence entre 50 et 150, elle est impressionnante. Ouais, bien sûr. Écoute, donc voilà. Donc là, je vais vous présenter des premières petites vidéos de quelques images qu'on a pu avoir déjà faites avec ce drone-là, justement. Donc là, c'était encore la partie prototype. Donc on va pas juger définitivement parce que c'était des prototypes qui ont été faits parce que ça fait très longtemps que les drones ils sont en préparation parce que les prototypes ont été confiés à certaines personnes il y a près de 3 ou 4 mois. À la base, il était censé sortir vers novembre-décembre. Et avec le Covid, il y a eu énormément de retard. Il sort finalement qu'en début mars. Ouais, quand même, ouais. Donc voilà, ça a été un peu compliqué pour toute l'annonce. C'est magnifique. Et notamment, là, le vol stationnaire permet d'attendre, en fait, de positionner le drone en hauteur et de pouvoir attendre un moment avant de filmer une scène, par exemple un coucher de soleil, au lieu de cramer plusieurs batteries, aller faire plusieurs tentatives, on le monte. On attend un petit peu et comme on a 10 minutes de batterie, ça se fait très bien. Alors, ce drone aussi en autres fonctions qui sont très intéressantes et qui diffèrent énormément des drones classiques, c'est la fonction RTH, Return to Home, donc qui vient se ratterrir au point de décollage. Comme sur les DJI et qui peut être très pratique. En cas de perte de signal ou même si on a envie plutôt que s'embêter à le faire revenir. Aussi, il y a présence, alors ça c'est vraiment un truc qui n'a pas été précisé par DJI, mais j'ai entendu parler, pour moi, c'est assez impressionnant. C'est dans le masque, on a un tracker en permanence qui te dit là où tu as décollé. C'est-à-dire qu'au-dessus de toi, tu auras un point virtuel dans ton masque qui sera affiché où tu as décollé. Et du coup, quand tu es paumé dans un espace que parfois, par exemple, si on fait de l'urbex ou des trucs comme ça, on ne sait plus où on est. Et là, tu tournes, tu fais un 360 et tu vas voir, tiens, c'est dans cette direction. Et c'est très, très précis, c'est très bien fait. Et alors, je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est très intéressant. Donc, le but de ce drone, il a été destiné à pour les personnes qui veulent faire des images, parce que c'était pas les drones FPV à la base, c'était pas destiné à ça, c'était des courses. C'était une utilisation qui a été détournée, parce que c'était de la course, de la voltige, plus d'acrobatie, et c'était plus l'intérêt de la vitesse et de la liberté de mouvement qu'a proposé. Donc, c'est ce qu'ils ont fait avec une caméra notamment qui va permettre de contrer les problèmes qu'on peut avoir avec le FPV. Généralement, le FPV, on met une GoPro, sauf que la GoPro est solidaire du corps, ce qui fait que, comme le drone FPV, pour avancer, il s'incline en avant, et la GoPro, si elle est trop vers le haut ou trop vers le bas, on ne peut pas contrôler ça. Donc, soit on filme trop le sol, soit on filme trop le ciel selon la vitesse. Et là, comme la nacelle est inclinable, si on ne va pas très vite, on peut la mettre plus basse, et si on va très vite, on peut la remonter pour quand même garder un horizon. Donc, ça peut être des petits points pas forcément très, très marquants, mais qui sont très utiles. Les réglages de caméra GoPro, en général, tu règles ta GoPro au sol, tu essayes de faire un truc au feeling et tu pries pour qu'en l'air, ce soit bien exposé.
Alors que là, comme on a le retour vidéo en direct Ouais, et tu qui est peux, pas, gérer voilà, vite, qui est le vrai retour ouais. que tu as pour ton retour vidéo et ce que tu vas diffuser, et ben tu peux exposer directement depuis le masque. Tu as tous les contrôles sur le masque pour pouvoir exposer, Ouais. ou sinon depuis le téléphone s'il est connecté avec l'application. Moi, j'ai juste une toute petite question sur le casque. Ouais. Quand on a le casque, si on tourne la tête, ça bouge pas Non. la caméra. Non, la caméra est contrôlée par le contrôleur ou par une nouvelle technologie qu'ils ont proposée, ouais, voilà, très bien, merci Victor, qui est un contrôleur par mouvement. Donc c'est cette petite poignée qu'on tient dans la main et c'est avec notre poignet, quand on va pencher en avant, bah, il va aller en avant, en arrière, droite, gauche, et donc c'est très léger, ça fait un peu comme les sticks d'avion, les manches d'un avion. Et donc, on peut gérer les gaz. Et ça, ce qui est drôle, c'est que c'est une technologie. Alors, il y a peu de confirmation, mais c'est très sûr et même quasiment sûr que cette technologie vient d'une start-up suisse qui s'appelle Motion Pilot, qui a développé ça depuis quelques années et qui, bizarrement, ont arrêté leur projet peu de temps avant l'annonce du DJI. Donc, c'est sûrement qu'ils ont dû être rachetés ou faire un partenariat avec eux pour proposer cette technologie qui permet de rendre plus abordable et apparemment pour des personnes qui n'ont jamais piloté, en n'ayant jamais fait de simulateur, c'est plus intuitif et plus facile à comprendre. Bah écoute, merci Donc, Yanis voilà. pour cette chronique. J'espère que ça vous aura donné envie. Intéressant, bah oui. On espère que tu vas nous en acheter Donc, un. voilà. Bah alors, ce que j'espère, si TGI regarde cette vidéo, c'est de nous envoyer un, comme ça on fera un test complet. Bah 4 même. Pas la tête de sa chaîne de jeu. Donc, Ouais, on voilà. fait 5. Ça me va. Donc maintenant, je vous propose de vous mettre dessus. Là, c'est chacun pour sa peau. On va se battre. Enfin, Ouais. vous allez vous battre. Donc, je vous propose de passer On va au gagner. petit jeu. Soyez prêts. En attendant, les Je suis deux champions à égalité sont Victor et Yanis sur le nombre d'émissions gagnées. Donc Ouais. voilà, je propose Moi de j'étais passer pas au là petit une jeu. fois aussi. non. Ça changera un petit peu. Allez, jingle. Donc voilà, je vous propose de passer sur le petit jeu. Le petit jeu d'aujourd'hui, ça va être alors, il y a 10 films à retrouver, donc sur 3 emojis. Sauf le premier, il y en a beaucoup plus, et vous comprendrez pourquoi quand vous l'aurez deviné. Mais sinon, il y a à peu près environ 3 emojis sur chaque film. Faut deviner le film. Vous êtes 4. Il y a 10 films. Mais il y a Victor. Que le meilleur gagne. Alors on passe tout de suite au premier, c'est parti. Allez, il est assez dur quand même pour un premier. Je vous donnerai des indices si vous ne Titanic. trouvez pas. Non. Alors, Si, il est là, Là j'ai voulu dire. faut compter. Ouais, il y a 11 gars, mais. 11 hommes à la mer, c'est comme ça. Non. Je vous laisse 10 secondes. Ah, le premier, personne ne trouve. Non. Ok, vous l'avez pas, c'est Ocean's Eleven. Oh oui, Ah, c'est le jeu de mots, ok, c'est pas résumé du c'est film. pas- Mais c'est bien trouvé. C'est bien C'était trouvé. voilà. C'est bien trouvé. Alors, c'était les emojis 11. Hein. Ouais. Ouais, mais c'était plus rigolo de Ah mettre oui, comme ça. bien trouvé. Mm. Ok. Ok, on passe tout de suite au deuxième. Ça risque d'aller très très vite. Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux. Pourquoi il y a un vieux Ouais, j'ai pas compris. C'est Gandalf, c'est ça dans Seigneur des Anneaux. Je suis pas certain de Ouais. mon interprétation. Ok. Alors attention. Le troisième. Ah, Le loup de Wall Street. Le loup de Wall Street, Ah Yanis, oui. un point. Un partout. Yes. Contre Yanis, c'est lui qui est fort. Oh là là. Oh, excusez-moi, le troisième, le quatrième. Parti tout seul. La La Belle et la La Bête. bête, ouais, j'ai failli le dire. C'est pas ça. Non, non, Bah, là, c'est le jour parfait ciseaux. Oh là là. Bah, parfait ciseaux, un point. 1. Pierre, ciseaux. Non, mais. Ah, Victor qui marque son Ah, premier ouais. point. Le talent. J'hésite à faire feuille. Attention, le cinquième. Forrest Gump. Forrest Gump, putain, le ouais. mec Ah, de non. partout. Attends, par contre, celui du milieu, tu m'expliques Bah, il court. Il court, mais oui. C'est son court sur la che- route. C'est la route, route, le voyage. D'accord, ok. Et le Oh là chocolat. là, ouais, ouais, le je- Donc chocolat. ça, c'est Ouais, rouge oui, de le chocolat. blanche pour, voilà, Bien joué. Eh ben, pour créditer pour créditer. les auteurs. Attention, il est de Pauline Roman, celle-ci. Pulp Fiction. Pulp Fiction, Ouais. le Ah, premier je l'avais, point je pour l'avais. le jeu. Ah ouais, oh là là. Vous avez trop C'est le vite, danseur, hein. je l'ai vu à l'instant. J'ai pas eu le temps de Attention, le septième, un peu plus dur. Ah, 2000 ans. Les décès Non. passent. Non, non. Quoi 2000 ans, et- c'est non, c'était tout- ça. Si, si. c'est ça. C'est ça, Ah, il y a des c'est ça, gorilles, c'est une ça. fusée, il y a. C'est ça, c'est ça. Attention, le huitième. Le jour de la marmotte. Oh putain, oui, mais. Ah, un jour sans tu fin. Un jour tu sans fin. Ah, j'avais ouais. dit. 4 pour Victor. Ah, Bon, putain. Victor, imbattable. Ah non, J'avais peut-être aussi, Yanis j'ai- qui peut peut-être. Non, peut-être moi, je pense. Il en reste Regarde plus l'espoir. deux, mais je suis désolé, c'est Ok. d'en trouver un pour l'honneur. Attention, le neuvième. Little Miss Sunshine. Mais ils auraient été plus. Captain Fantastic. C'est. Nebraska. Non. Désolé, c'est voyage. C'est quoi au milieu là C'est. Une ambulance. Si je le dis, ça va aller très vite. Hein. C'est un van.
Ah. Scooby-Doo? Non, Breaking Bad? non. Ah, ça aurait pu. C'est un van, non. une forêt et un bonhomme. Et un monsieur. C'est pas un film. Des c'est montagnes, Breaking Bad. excuse-moi. Montagne, forêt, un Montagne. monsieur. Ah, attends. Part en voyage, Ah non, je pense à... tout Alors seul, là- seul. Il part seul. Attends. Il y a trop d'indices là. Ah. Je crois. Si, je l'ai, mais j'ai pas le nom. Moi, ça me Alors, dit rien du tout avec voilà, Johnny. voilà. Le bus van a Oui, été retiré il y ils a ont- pas longtemps parce que c'était trop dangereux. Ouais, premiers, les gens, ils c'était- avaient Oui, mourir j'ai en vu y ça il y a allant. pas longtemps. oui. C'était, attention, Into the Wild. Into the Ah, Wild. La Ah, vieille phase, dommage. connais Et donc bien. le Parce dernier, que le dernier, je sais pas si vous l'aurez, je sais pas. C'est Bah. celui-là, on n'est pas sûr, on n'est pas certain. Attention. Les Dents de la Mer Ah, Flipper C'est flippé. Non. Oui. Ouais, Flipper, je pense. Ah, peut-être. Ah, le monde de Dory? Non. Pourquoi pas? Ça aurait été Nemo Mon réel préf. Ah, le grand bleu. Le grand bleu, Ah, en plus, il nous avait dit qu'il allait mettre un Ah, vaisseau. mais oui, j'avais trop envie. C'était celui-là. Voilà. Voilà. Bon victoire, Voilà. grand gagnant. Éternel gagnant, je dirais. Éternel Bah, perdant quand c'est pour le moi. film, De toute façon, Baptiste- dès que ça parle de film. Baptiste qui a toujours pas gagné une seule chronique. Il n'était pas là une fois. Ouais. J'étais pas là une fois. Ça dépend, je pense que ça. Mais C'était quand même Victor qui a gagné. Et une fois, c'est lui qui a fait le jeu, donc il. Oui, il voilà. a- Ah, bah pas oui, gentil c'est d'égalité vrai, avec oui. vous. Et il y a une fois avec Yanis, j'étais proche dans le juste prix. Oui, c'est vrai. Franchement, on était. Bah écoutez, t'as fait 0. Si, il avait. Non, J'avais eu si, trois, il avait j'avais eu 3 trois. parce que j'avais Ah donné bon, 2 points. écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette émission comme tous les jeudis soirs à 21h. Je remercie encore une fois tous les techniciens qu'on remerciera Ah oui. jamais assez. Nos trois chroniqueurs, notre invité et les gens qui m'ont dit à faire le mini-jeu. Ils sont quand même pas mal, on est 4-5 à l'avoir fait. Voilà. Je Ah pense oui, à vraiment Pensez très à bon eux. mini-jeu. Je valide. Je valide. Super. Bah écoutez, merci à tous. En tout cas, passez une bonne soirée. Merci à toi, Thomas. On se retrouve la semaine prochaine pour Gaffard. Ou pas. Ou pas. Ah oui, petite disclaimer. On n'aura peut-être pas ce lieu de tournage toutes les semaines au vu des tournages Ni le matériel. de fin de BTS pour nos compatriotes de deuxième année. Camarades. Donc on va essayer de vous sortir un maximum d'épisodes. Ce sera peut-être maintenant plus toutes les semaines, mais on va essayer de vous en sortir le maximum. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Ouais. On se retrouve, j'espère, la semaine prochaine. Salut à tous.